Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 66. Comme d'habitude, nous allons parcourir l'actualité crypto, nous allons identifier les cryptos qui performent, les cryptos qui ont du potentiel, les tendances, et j'ai également apporté quelques petites modifications, donc je vous propose de voir tout ça. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas les Kaiser News, je vous propose de regarder la vidéo qui s'affiche juste en face de vous. Cette vidéo explique les écrans des Kaiser News, ainsi vous ne serez pas perdu. Sinon, donc capitalisation au 21 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1h du matin. La capitalisation totale du marché crypto est de 1166 milliards de dollars, encore en baisse de 1,07%. Le Bitcoin, lui également, a retracé de 1,12%, donc il a sous-performé par rapport au marché en général. Il est à 26 768, toujours cette barre, il n'arrive plus à franchir les 27 000 dollars. Côté Ethereum, on a perdu 0,74%, donc malgré la perte, on a mieux performé que le Bitcoin. Et les altcoins, qui pour rappel sont l'ensemble des cryptos moins le Bitcoin et l'Ethereum, eux ont retracé de 1,19%. Donc ça se traduit comment sur la dominance? Donc pour rappel, je l'ai de nombreuses fois expliqué dans mes Kaiser News, depuis mai 2021, nous étions dans un canal légèrement baissier où nous oscillions au sein de ce canal, comme ça. Et puis, suite à la fameuse faillite des banques aux États-Unis, la fameuse crise bancaire, nous sommes parvenus à franchir ce canal à la hausse, la dominance, en tout cas, à la franchir avec cette belle bougie verte ici. Alors, comment ça s'explique? Ça veut dire qu'effectivement, les investisseurs ont commencé à douter du système monétaire américain. Ils ont essayé de trouver des valeurs refuges. On a évidemment l'or, mais du coup, les personnes se sont dit, pourquoi pas le Bitcoin? Peut-être que finalement, ça pourrait être une valeur refuge, et c'est la raison pour laquelle des capitaux sont arrivés au sein du Bitcoin, et ce qui a fait donc pumper la dominance. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a pas eu de capitaux qui sont arrivés au sein des altcoins. Donc forcément, le rapport de force s'est trouvé déséquilibré et la dominance du Bitcoin a augmenté. Depuis quelques semaines, la dominance rebaisse, on revient titiller le haut du canal. À mon sens, il est tout à fait probable qu'on le refranchisse pour le réintégrer et revenir à minima, en tout cas je l'espère, à un niveau médian, voire inférieur. Alors attention, j'ai pas envie que la dominance baisse parce qu'il y a des fonds qui sont retirés du Bitcoin avec des altcoins qui se restent égaux. Ça ne m'intéresse pas parce que ça voudrait dire que globalement, il y aura moins d'argent dans le marché crypto. Non, moi ce que je veux, c'est que la dominance baisse parce que à fond égal côté Bitcoin, je veux qu'il y ait des nouveaux fonds qui arrivent sur les altcoins. C'est ça en fait le but. Et s'il y a des fonds qui arrivent sur les altcoins et qu'il n'y a pas de fonds qui sont tirés du Bitcoin, alors l'ensemble du marché crypto va évidemment repartir à la hausse. Et qui dit un marché crypto qui repart à la hausse, dit forcément un début de bull run. Et après, il y a l'effet boule de neige, les gens en parlent, ils réinvestissent, ils en parlent, il y a le côté FOMO, etc. Et on part en parabolique. Mais ce qu'on a vu vendredi dernier, rappelez-vous, dans le Rainbow BTC, c'est qu'il est fort probable, en tout cas moi c'est mon plan, c'est que d'ici le prochain bull run qui devrait avoir lieu après le halving, donc mi-2024-2025, d'ici là, il y a deux options. Soit on fait un mini petit bull run et on revient après pour le halving juste en bas du rainbow et après on commencera un bull run, soit au range, au consolide. Au consolide vers la partie basse de l'arc-en-ciel. Et je pense que c'est ce qui va se passer. On va consolider vers la partie basse. L'analyse graphique nous montre que c'est ce qu'il y a de plus probable. Alors on parle toujours de probabilité, attention. Et donc dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a effectivement quelques projets, je pense, crypto qui vont pumper. Des bons projets crypto, mais ça va pas pumper to the moon partout, mais de façon limitée et ciblée, et ce qui voudrait dire que la dominance va commencer à baisser, mais baisser petit à petit. On n'aura pas une baisse comme on a eu ici, vous voyez, ça j'y crois pas. Je pense qu'on va vraiment baisser maintenant en crabe, petit à petit, jusqu'à un niveau qui nous permettra d'enclencher un espèce de bull run, où là ça devrait encore plus baisser, parce que vraiment les altcoins vont prendre de la masse et là forcément on devrait avoir une nouvelle configuration au niveau de la dominance. Voilà, bon, c'est ce que je pense. Après, je me trompe peut-être, j'en sais rien, mais c'est ma vision. Ensuite, côté sentiment crypto, et on reste dans le neutre. Forcément, d'un côté, on a les États-Unis qui tirent à boulet rouge sur l'univers crypto, de tous les côtés, la SEC et autres. De l'autre côté, on a une résilience des cryptos qui est assez incroyable d'ailleurs. Toutes ces annonces n'ont pas eu un effet dramatique sur les cryptos. Quand on zoome arrière sur les graphes, franchement, on reste bien orienté. C'est ça qui est assez incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon sens, on a toujours la confiance des investisseurs. Il y a toujours des projets qui construisent et il y a de la valeur qui est en train de se créer dans l'écosystème crypto. Attention, rappelez-vous, valeur, c'est pas égal à prix. On peut avoir de la valeur qui se crée, mais c'est pas encore visible côté prix. Mais ça le sera forcément un jour, mais pas tout de suite.
Et d'autant plus qu'à mon avis, ça ne le sera pas pendant un an. Donc là, tout le monde construit un peu en sous-marin. Et quand ils vont être prêts, que ça va partir, là, ça devrait être sympa. Mais pour le moment, il faut prendre notre mal en patience et identifier les projets forcément qui peuvent acquérir des capitaux. C'est ça qui est compliqué. Donc neutre, pour la faire courte. Derrière, sur l'évolution du sentiment, bah écoutez, j'ai pas non plus grand chose à vous dire. Hein. Comme vous voyez maintenant, c'est ce que je vous avais dit dans un Kaiser News. Hein. Je pense qu'on va osciller là entre les 60 et les 30. Voilà. Parfois, je pense qu'on pourra revenir un petit peu vers la peur si vraiment, par exemple, si Ripple perd son procès, là, on pourra redescendre vers la peur. Mais je pense pas qu'on ira sur une peur extrême. Je pense qu'on va rester au niveau du curseur ici, entre là et là. On va osciller ici, jusqu'à temps que ça se décante. Et à mon sens, en 2024-2025, ça devrait plutôt se décanter de ce côté-là. Vous en conviendrez, le vert est toujours plus sympa que le rouge. Je continue maintenant. Alors, on va justement passer, nous sommes lundi, rappelez-vous, et le lundi, c'est l'analyse des seasons, ok? Bitcoin Season, Altcoin Season. Comment il fait ce graphique? Vous allez voir, c'est hyper simple. Je prends les 50 premiers altcoins. Sur ces 50 premiers altcoins, j'identifie ceux qui ont mieux performé que le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Si on a 75% ou plus, alors on est dans ce qu'on appelle la Altcoin Season. C'est-à-dire que c'est eux qui performent. Si on a 25% ou moins, ça veut dire qu'on est dans la Bitcoin saison. Ça veut dire que la performance des altcoins est bien moindre que celle du Bitcoin. Alors, nous allons donc voir où nous en sommes. Donc, je regarde. Alors, altcoin saison, c'est ici. Ah, on n'est pas là. Ah, on n'est pas là. Ah, ici. Et encore, on a remonté. Parce qu'on était à 4. Je vous le dis, il y a une semaine, nous étions à 4. Là, nous sommes à 8. Une magnifique remontée incroyable, stratosphérique, on peut dire. Donc nous sommes à 8, comme on avait 2021-2022, ça devait être en septembre, sinon on avait ça en 2019. Vous voyez? Donc c'est assez rare quand on descend si bas, je vous le dis. Et ce que je vous avais dit dans les anciens Kaiser News, c'est que mécaniquement, à un moment donné, vous voyez les graphes comment c'est. Ouais. Là, c'est vrai qu'en général, on a coutume de dire attention, le passé n'envisage pas l'avenir. C'est vrai. Mais bon, à un moment donné, à graphique, il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas sortir de grandes écoles pour savoir que là, ça fluctue et il n'y a aucune raison que ça ne continue pas de fluctuer. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, eh ben, ça repartira. Et quand ça repartira, on rentrera de plus en plus dans notre fameuse altcoin saison. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on est extrêmement bas, vraiment très très bas. Mais ça s'explique encore une fois par notre positionnement dans le Rainbow BTC. Je pense que ces graphiques sont assez complémentaires et ça nous donne une vision sur le long terme. Et cette vision-là, il faut faire avec. Moi, c'est vrai que j'oriente un peu mes choix stratégiques par rapport à mon plan, qui est de latéraliser pendant encore un an. Et c'est toujours bien d'avoir un plan, en tout cas une feuille de route à suivre. Continuons avec l'analyse graphique. L'analyse graphique elle va être assez rapide. Je vous ai mis Bitcoin en haut comme d'habitude, Ethereum en bas. Nous sommes le lundi, et le lundi c'est donc une vision journalière du graphique que je vous propose pour voir un petit peu plus en détail. Mais là le détail, je le cherche encore. Franchement, c'est regardez les vidéos de vendredi dernier ou de mercredi dernier. J'ai déjà tout dit en fait. Côté Bitcoin, donc on a vu notre fameux double top, ça je vous avais bien prévenu, je vous avais dit double top c'est mauvais, c'est hyper bearish, on peut dire ce qu'on veut, ça n'a pas loupé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies rouges. On a tenté de récupérer un petit peu, mais ça c'était qu'une correction pour souffler un peu et après on repart ici, on latéralise. Par contre ce qu'on peut voir c'est que ce niveau-là, là, le niveau qu'on a ici, les 26 771, il tient super bien. Alors vous allez me dire, non mais regardez sa mèche. Oui mais là je parle au niveau des clôtures. Regardez la lagging span ici. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Ça travaille le niveau, ça le travaille. Peut-être qu'il peut casser, attention. Mais pour le moment, il tient très très bien. Vous voyez le nuage là, on arrive bientôt à la fin de notre nuage daily. Et moi c'est vrai que je voyais bien le Bitcoin rebondir jusqu'au 25 300 pour après reprendre de l'amplitude et repartir à la hausse, grinder le long du nuage. Mais là, le temps avance et on n'est pas descendu, c'est-à-dire que ce niveau a tenu. Donc là, maintenant, c'est vrai que je suis un peu hésitant. Parce que si on baisse d'un coup, je ne pense pas qu'on va remonter en V comme ça. Ou alors, ça peut arriver, avec les cryptos, tout peut arriver. Mais il y a ce nuage-là, et ça peut faire office aussi de support. Alors c'est vrai que c'est toujours mieux quand c'est un plat, que quand ça monte comme ça, le support est moins fort, mais ça peut faire quand même office de support. Donc est-ce qu'on va comme ça latéraliser, toucher un peu le nuage, remonter délicatement comme ça, et repartir comme ça, jusqu'à atteindre ce niveau faible, parce que là le nuage,
il devient très peu épais ici, hein, et si on veut le franchir, c'est maintenant. Mais attention, on peut le franchir à la hausse ou à la baisse. Vous voyez? Donc à voir. J'avoue que je sais pas trop. Après, d'une vision un peu macro, on reste dans un nuage hebdomadaire. C'est un nuage daily. On a quand même franchi la Kijun daily par le bas, hein. Donc forcément, là, on est dans notre nuage daily, mais on a quand même un biais baissé sur le court terme. Un peu compliqué de vous dire. Je dirais que c'est 50-50. On peut tout à fait rebondir légèrement. C'est peut-être un peu tard pour aller toucher les 25 300. Peut-être qu'on va continuer comme ça à latéraliser et remonter doucement comme ça vers le haut. Après, attention, il y a notre Kaijun Daily, hein, qui va faire un plat, qui va continuer de faire un plat et qui va être aussi une très bonne résistance. Donc on va aussi comme ça, à un moment donné, il faudra faire un choix, hein. Soit ça sera à la hausse ou à la baisse. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il est fort probable qu'on oscille toujours entre les 31 237 et les 25 300. Pour moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous dis ça. Quand on était ici, hein, je vous ai dit on va osciller sur un range énergie. Et voilà, pour moi, c'est ce qui se passe. Alors, pour le moment, le range était plutôt en haut. Mais là, on voit que ça commence à titiller le bas. Pour moi, on va osciller entre ce range-là, les 25 300 et les 31 237 pendant longtemps. Longtemps, ça veut dire des semaines. Côté Ethereum maintenant, côté Ethereum, bah écoutez, je pense que c'est à peu près pareil que le Bitcoin, hein. Toujours pareil, on a ce niveau, lui, alors c'est ce niveau, les 1796, ça c'est un niveau aussi, côté lagging spine, qu'est-ce que ça tient bien, vous voyez? Et même la lagging spine se permet de se payer le luxe de monter un petit peu. Vous voyez, on commence à croître un petit peu. L'Ethereum, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu mieux orienté. Je pense qu'il y a moins de probabilité qu'on aille à 1752 côté Ethereum que qu'on aille à 25 300 dollars côté Bitcoin. Vous voyez, par contre, Ethereum, je pense qu'on peut tout à fait commencer à grinder comme ça pour réussir à arriver dans ce milieu-là qui est un milieu plus faible côté nuage. Côté lagging span ici, là, donc on n'est pas passé dans les bougies, on choisit la facilité, on passe dessous, ok, très clair. Alors, soit on continue et on repasse dessous, mais si on arrive à ce niveau-là avec la lagging span, ça veut dire qu'on est sorti du nuage. Ça, ouais, peut-être, mais je pense que ça serait beaucoup plus simple pour la lagging span de monter ici, de passer entre les bougies ici, ce qui nous permettrait de grinder un petit peu et d'arriver dans une partie plus basse du nuage daily. Voilà, ce sont mes pronostics. Encore une fois, c'est vraiment de l'interprétation graphique par rapport à des hypothèses, mais voilà, vous savez, dans le trading, hein, de toute façon, quand on a raison, on va vous dire, ah, vous voyez, je vous l'avais dit, quand on a tort, on va vous dire, ah, mais c'est le marché qui décide. Voilà. Donc, je vous donne ma vision, recoupez-la avec votre vision, et après, vous allez voir, vous allez avoir votre propre vision que vous allez pouvoir suivre. Alors côté calendrier, on n'a pas grand-chose, c'est plutôt sur la fin de semaine que ça va jouer. Et là, je pense pas qu'on aura de catalyseur qui pourra faire vraiment fluctuer le cours de nos cryptos. Donc je vais passer. Je vous ai mis quoi ici? Alors côté Ripple, hein, toujours hein, la bataille avec la SEC. Bon, pour le moment, pas vraiment de news, beaucoup de pression. Pas mal d'avis optimistes sur Twitter. Mais bon, on ne peut pas prévoir, hein, vous savez. Il va y avoir la toute première Bitcoin Tower qui va être construite à Dubaï. Et ensuite, on a Tornado Cash qui s'est fait hacker. Alors, je sais que ça peut paraître loufoque. Pour rappel, un Tornado Cash, ça sert à anonymiser les transactions. Ça sert à noyer un peu les choses, vous voyez. C'est quand on a fait des choses qui ne sont pas très catholiques, on passe tout ça dans Tornado Cash pour essayer d'être blanchi. Blanchiment. Et là, ce qui s'est passé, eh ben, c'est que Tornado Cash s'est fait hacker. Voilà. Et donc, ça s'est fait hacker comment? C'est assez malin, hein. Donc le hacker, en fait, il a soumis une proposition à la DAO. Donc la DAO, je rappelle que c'est une organisation autonome décentralisée, c'est-à-dire que c'est les holders de Tornado Cash qui vont pouvoir voter pour des propositions. Donc le hacker s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait améliorer le protocole, donc il a soumis une proposition au vote en disant voilà, ça c'est une évolution, ça va permettre de faire ça, ça, ça. C'était déjà voté auparavant cette évolution, mais je l'ai un petit peu amélioré, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu? Je crois qu'il devait y avoir 1 200 000 votes. Il y a eu 700 000 votes, donc ça a été la majorité, donc ça a été accepté. Et donc, finalement, donc ça a été implémenté au sein du protocole. Mais qu'est-ce qu'avait rajouté le hacker subrepticement? Il avait mis une petite fonction qui permettait de détruire le code et pour pouvoir le redéployer derrière. Donc, la DAO, comme une fleur, a accepté le truc. Et du coup, bah derrière, le hacker, il a pu exécuter sa fonction de destroy. Donc, il a détruit le code pour pouvoir le redéployer derrière. Alors, évidemment, quand il a redéployé le code, il ne s'est pas gêné pour ajouter 2-3 petites fonctions qui lui allaient bien et qui lui a permis de prendre le contrôle de l'entièreté du protocole Tornado Cash. Petite chose, quand même, les smart contracts sont immuables. Ça, on ne peut pas y toucher. Le hacker ne peut pas y toucher. Donc, les personnes qui ont mis de l'argent sur Tornado Cash devraient pouvoir le récupérer. Voilà pour la petite histoire. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que je... Bah ça, c'était toujours un Opera qui a fait un partenariat avec MultiVRX. Donc je vous le répète, je vous l'avais dit vendredi, mais je vous le répète. Une petite piqûre de rappel ne faisant jamais de mal. Je continue avec l'analyse du top 15 crypto.
Alors c'est vrai qu'hier c'était une journée rouge, hein, vous en conviendrez, donc forcément ça a retracé. Ça a retracé, XRP a perdu 2%, Dogecoin également, Polygon, Solana a perdu 3%, c'est lui qui a fait la moins bonne performance, hein, Solana, 3%. Ensuite on a Tron qui a pris 4%, bien Tron, hein. Franchement Tron c'est les montagnes russes. Hein. Pour rappel, avec les déboires juridiques qu'avait eu Justin Sun et l'USDD qui n'avait pas trop fonctionné, ça avait un petit peu baissé. Maintenant ça reprend du poil de la bête. On verra ça justement dans l'analyse des cryptos qui performent, mais c'est peut-être grâce à la DeFi. On va voir ça tout à l'heure. Côté Litecoin, 0%, ok. Je pense que les ordinals, même si ça baisse un petit peu, ça permet au Litecoin de se maintenir à flot. Alors il y en a qui vous diront, mais non, c'est à cause du halving. Moi je vois pas trop en quoi le halving pourrait faire pumper le Litecoin maintenant, mais bon. Après, peut-être, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi je pense que c'est plutôt le côté un peu ordinals, le fait qu'on parle de cette blockchain. Et puis attention, le Litecoin c'est super hein, pour tout ce qui est paiement, etc. C'est rapide, c'est peu cher. Franchement, cette blockchain-là, elle est historique et elle fonctionne très très bien. Ensuite, on a le Polkadot qui a perdu 2%. Et Binance USD, hein, qui est toujours là, le Binance USD, hein, 5,5 milliards. Hein, je vous avais dit qu'il allait disparaître. Et ben, il fait de la résistance, celui-là. Il ne veut pas partir du tableau, hein, incroyable. Bon, bah, on va le laisser, hein, on va pas le brusquer. Pour le reste, rien d'autre à dire. Je continue avec les cryptos qui ont le mieux performé. Alors, les cryptos de belle capitalisation, hein, celles de rang 1 à 250, c'est-à-dire les cryptos plutôt vertes, celles qui sont un peu plus sécures, même si ça reste risqué les cryptos, je vous le rappelle quand même. Donc, celle qui a le mieux performé, c'est Render, qui a pris 6% sur la journée d'hier. Ça, c'est du cloud GPU, hein, ça utilise les cartes graphiques de chacun pour pouvoir faire des rendus 3D. Ensuite, on a XEC qui a pris 3%. Ça, c'est une plateforme décentralisée qui fournit des services aux sociétés. Hein. Donc, ça peut être des services côté calcul CPU, du calcul GPU ou même du storage. C'est vrai que ça marche bien. Tout ce qui est service aux sociétés, ça marche très très bien. Et en plus, quand on utilise des ressources de chacun, bah, ça fait une grande capacité. Et donc, ça peut être intéressant. Et puis, on a Bora qui a pris 1%. Ça, c'est un écosystème décentralisé plutôt basé sur le divertissement hein, qui permet le développement et la distribution de contenu numérique, services en ligne, applications, jeux, etc. Alors, évidemment, les contributeurs vont être rémunérés, c'est-à-dire ceux qui postent des contenus et ceux qui les consomment vont être également rémunérés par rapport à leur engagement. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux. Sur les 48 dernières heures, encore Under, 6%, parfait. Ensuite, Tron qui a pris 6% sur la journée d'hier, donc ça confirme ce que nous venons de voir dans notre tableau des 15 premières cryptos. Et Just aussi, bah tiens, Just qui a pris 3%, et Just c'est quoi? C'est justement la DeFi qui est sur le réseau Tron. Ça propose du pré-emprunt avec justement le stablecoin USDD. Ça comprend également du staking et du farming, donc ça commence à prendre, la DeFi commence à prendre sur le réseau Tron. C'est très bien, donc bravo, hein, moi j'aime beaucoup ce réseau. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a Roll Bitcoin qui a pris 78%. J'aime bien Roll Bitcoin aussi, hein. Franchement, plateforme de paris sportifs, hein, football, basket, avec les clubs français, hein, première division, deuxième division, etc. Et également, ça propose des jeux d'argent, je sais pas moi, la roulette, pile ou face, etc. Alors, on ne peut pas forcément y jouer depuis la France, il faut utiliser un VPN hein, pour les jeux d'argent notamment. Après, bon, VPN aujourd'hui, hein, ça s'est démocratisé. Mais voilà, les jeux d'argent, ça marche toujours très bien hein, sur les cryptos. Hein. Ensuite, on a Render, encore lui, ah bah lui, une fois, deux fois, trois fois, voilà, 36% sur les 7 derniers jours, Render. Et puis on a Gallery Coin hein, qui a pris 5%. Alors ça, c'est une plateforme d'art, ça propose des NFT, des tableaux, des galeries virtuelles. Le site est très bien fait, hein, je crois que c'est coréen, franchement, c'est pas mal, ça vaut le coup d'œil. Je continue avec les cryptos qui ont le mieux performé, capitalisation 251 à 800. Donc un plus élevé, hein, côté risque évidemment. Donc on a un Noom Token, 138%. Alors ça c'est une plateforme décentralisée qui permet le suivi des œuvres numériques. Provenance, propriété, modification, ça agit un peu comme un GitHub. Donc ça propose un wallet où on peut mettre justement tous nos assets, nos contenus numériques, etc. Ça propose une caméra qui étend les fonctionnalités de l'appareil photo à des fonctionnalités Web3. Et puis ça propose également une marketplace entre guillemets où on peut stocker nos œuvres, voire les échanger également. Et il est également possible de transformer nos œuvres en NFT en un clic. Ensuite, on a TrustSwap qui a pris 16%. J'ai été voir TrustSwap, c'est pas mal. Hein. Ça fournit des solutions des DeFi hein, pour les sociétés et les particuliers. Alors pour les particuliers notamment, il y a tout l'aspect Launchpad. Et c'est d'ailleurs eux hein, qui ont lancé Glitch et Opulus. Je sais pas, je l'ignorais moi personnellement. Et donc il y a pas mal de launchpads comme ça qui ont été lancés. Alors après, le dernier s'arrête en 2021. Donc ça veut dire que pendant finalement le bear market, ils n'ont rien lancé. Mais il y a toujours le panneau Launchpad qui est présent. Ça me rappelle un peu CoinList hein, qui n'avait rien lancé et là qui recommence à lancer quelque chose, même si le site il bug.
Bon, voilà. Mais bon, il recommence. Ça veut dire que quelque part, une activité est en train de reprendre sur les cryptos, hein. Ça peut être un bon indicateur aussi, hein, le nombre de launchpads qui apparaissent finalement. C'est comme par exemple sur Radium, pour le moment, il n'y a rien dans l'accélérateur, mais peut-être que ça va revenir aussi, vous voyez. Et donc, ça propose également une application, Crypto App, que j'ai téléchargée moi sur Android, que j'ai essayé. Elle est vraiment bien, cette application, hein. C'est une sorte de profiler portfolio qui va analyser les adresses pour ressortir les tokens que vous avez. Alors, ça ressort pas tous les tokens, malheureusement, mais ça en ressort la plupart. Et puis après, on peut mettre des alertes, on peut avoir aussi la tendance, mais là, il faut prendre un abonnement payant, tout ça. Mais bon, franchement, l'application est bien, hein. Et puis pour les entreprises, hein, ça propose des solutions basées sur les tokens, la création de tokens, le log de tokens, ça propose aussi des solutions NFT, etc. DREP, tiens, alors voilà DREP, hein. Disons, j'en parle pas mal de DREP, hein. Il a pris 16% encore. Donc ça, c'est un protocole DeFi qui propose une blockchain EVM compatible, un wallet et un SDK pour pouvoir builder des applications décentralisées, hein. Et c'est notamment spécialisé dans tout ce qui est crédit. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Noom Token, j'en ai parlé, TrustSwap aussi, Fun Token qui a pris 10%, tiens, Fun Token. Fun Token, ça, il se qualifie comme le token universel tout en un du gaming. Donc ça veut dire que des sociétés peuvent utiliser ce token-là dans leur jeu, comme ça, il y a tout un écosystème qui est déjà prêt. Et donc les joueurs, eux, en utilisant ce token, pourront gagner notamment des récompenses. Ensuite, sur les 7 derniers jours, Pink BNB qui a gagné donc 708%. Pink BNB, moi j'aime bien, hein. Pink BNB, c'est un portail qui recense les news crypto triées par l'intelligence artificielle. Le rendu est pas mal du tout. Et qui plus est, sur Telegram, il y a un espèce de sous-projet qui permet d'avoir des tendances, de faire du prédictif sur les cryptos. Bon, ça, je sais pas si ça marche super bien. Mais en tout cas, pour tout ce qui est news, ça marche très bien. Le Noom Token, j'en ai parlé. Et Snailbrook, c'est le même coin fédérateur de communautés. Vous avez les communautés Dodge, Shiba, PP, etc. Eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, il faut qu'on ait ces communautés-là. Ils ont produit un même coin et ils ont envoyé un airdrop à tous les membres des communautés qui possédaient du coup des jetons de leur même coin préféré. Et du coup, tout le monde s'est retrouvé avec plein de jetons Snailbrook. Ils ont tous regardé ce que c'était. Forcément, il y a eu un engouement. Le projet a pris de l'ampleur. Et ben voilà, 71%, il est 554e. Comme quoi, parfois, il suffit de donner pour recevoir derrière. Ok, bon, je continue maintenant avec les cryptos de rang 801 à 2000, donc rouge, hein, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on a? Inverse Finance qui a pris 40%, pas mal, hein. Pour rappel, attention, la journée d'hier, on a retracé, hein. Ça, c'est une plateforme DeFi pour Ethereum et ça permet notamment d'emprunter un taux fixe. Faut le savoir. Et c'est également un agrégateur de pools, c'est-à-dire que vous pouvez voir pas mal de pools, hein, qui existent sur d'autres protocoles. Et après, vous pouvez les trier, stable ou pas. Mais par exemple, là, on peut avoir des pools de stablecoin, hein, où vous pouvez avoir des APR de 25-28%, hein. C'est pas mal, hein, Inverse Finance, hein. Ensuite, on a Stat qui a pris 16%. Alors Stat, ça c'est du trading social. Vous savez, hein, où on snipe les traders et on fait un peu du copy trading. Sauf que là, c'est différent. Il y a des traders qui vont s'inscrire. Et derrière, il va y avoir un snipe de leur historique, de leur position, de leur performance, et de leur engagement social, etc. Et donc, il y aura trois types de traders. Les entre guillemets petits traders. Bon, c'est pas comme ça qu'ils les appellent, mais entre nous, voilà, les petits traders, les traders et les pro traders. Vous voyez. Et pour chaque type de trader, on aura une carte NFT. Et détenir cette carte nous permettra de voir ce que fait le trader qui correspond à la carte. Soit le pro, soit un trader, ou soit pas un novice, mais un petit, quoi, vous voyez. Voilà, donc forcément, la carte trader pro coûte beaucoup plus cher que la carte trader novice. Mais bon, ça permet de faire voilà, du copy trading. Et en plus de ça, les traders sont vérifiés apparemment, hein, ils sont vérifiés, il y a le KYC, etc. Et évalués, il y a une évaluation de leur performance. Et ce qui permet finalement de faire du copy trading sur des traders qui ont, entre guillemets, été vérifiés. Voilà, c'est ça finalement le but de Stat. Ensuite, on a Monaval qui a pris 5%. Alors ça, c'est le site le plus original que j'ai vu. C'est un site sur la mode avec l'intelligence artificielle. On voit des tableaux, on peut voir des bouts de films. Il y a des créations de vêtements qui sont faits avec tout ça. Tout un écosystème qui tourne autour de la mode. Franchement, moi, le site, je l'ai trouvé intéressant à regarder, original. Allez faire un tour, hein. Voilà, c'est de l'art, hein. C'est vraiment de l'art et c'est vraiment de la mode. Ils ont même une chaîne YouTube où ils présentent des petits films avec des effets sur les films, transformés un peu avec l'AI. Ouais, moi franchement ça m'a plu, hein. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Après la conception comme ça de vêtements directement sur ordinateur avec l'intelligence artificielle, ne serait-ce que quand on demande à Mindjourney de nous créer des personnages avec des vêtements originaux, il va nous faire un truc de malade parfois, un truc vraiment super sympa. Donc c'est une vraie mine d'or, c'est une source d'inspiration incroyable l'IA là-dessus. Donc faire un site, mettre la mode, commencer
intégrer la mode dans le Web3 avec une touche d'IA là-dessus, franchement, c'est très bien. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Inverse Finance, j'en ai parlé. Eldorado Exchange, qu'est-ce que c'est ça, Eldorado Exchange? Ah oui, j'en avais parlé de ça. Eldorado Exchange, ça c'est pour faire du trading social, mais pas comme stat. Ça c'est finalement trader à plusieurs, ce qui nous permet d'avoir un levier beaucoup plus important. Bon, après moi les leviers, vous savez, hein, je trouve ça vraiment dangereux, surtout dans une période comme celle-ci où on est en range. Les ranges, c'est le chaos, et par définition, il y a des market makers qui sont en face de nous, qui jouent avec nous, tout comme la smart money, même si elle est établie sur des règles. Donc ça, on peut encore essayer de tenter de le prévoir, mais les market makers, ils nous fument à chaque fois. Donc, voilà, les leviers, c'est très dangereux. Mais en tout cas, voilà ce que ça permet de faire. Donc, c'est un exchange, un DEX, hein, mais un DEX social. Ensuite, nous avons sur les 16 derniers jours Libra Finance qui a pris 683%. Il a fait à x6, il est combien lui? 892e. Lui, c'est pareil, il est arrivé de nulle part, Libra Finance. Vous savez, hein, ça nous permet de gagner des rewards en stablecoin. Hein. On gagne 7%, je crois, avec des EUSD. Hein. Donc, on va placer des ETH pour minter des EUSD et derrière pouvoir récupérer des rewards une fois qu'on les stack. J'ai pas essayé, hein, pour être tout à fait honnête, mais il faudrait peut-être que j'essaye de staker des STETH et des ETH. Moi, c'est vrai que j'ai des STETH qui sont sur Lido, donc ça rapporte entre 5 et 8%. Mais derrière, si je peux prendre ces STETH et les staker avec des ETH pour pouvoir minter de l'USD et gagner 7%, ça peut être intéressant, il faudra regarder. Inverse Finance, ça j'en ai parlé. Et GoZPSK FanTok, ça c'est du Chiliz, hein, les fan tokens, hein, rappelez-vous. Hein. Donc ça c'est une communauté qui est fan de l'équipe de Turquie GoZP. Et donc ils ont créé leur propre token et voilà, et ça pump. Tout ce qui est Chili, de toute façon, on en voit souvent dans les Kaiser News, hein, franchement, tout ce qui est token de fans, comme ça fonctionne bien. J'ai terminé avec la performance crypto, on enchaîne avec les tendances. Alors, cet écran-là, hein, je vais le modifier. J'aime bien cette partie-là, j'aime pas cette partie-là, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, sur les 24 dernières heures, donc qu'est-ce qui a été le plus recherché niveau mondial sur CoinGecko sur les 24 dernières heures? Render. C'est pas pour rien qu'il pump aussi, hein. PP, toujours là. Alors PP, c'est vrai que sa market cap a bien chuté, mais 70e. Voire même qui arrive de nulle part. Et SUI, hein, j'en ai déjà parlé, hein, cette fameuse blockchain qui a été fondée par Dex ingénieur de Meta, hein, qui est très rapide, qui peut avoir plus de 100 000 transactions secondes, qui utilise des mêmes pools en forme de DAG et un consensus innovant. Voilà, bah elle est recherchée également à moins 4%. Sur les 48 dernières heures, on a OVR qui a pris 41%. Donc ça, c'est une plateforme spécialisée dans la réalité augmentée. On peut acheter des parcelles, etc. Ensuite, on a Arb Dodge AI qui a pris 14%. Ah, j'en avais pris un petit peu celui-là, Arb Dodge AI. C'est le Dodge sur Arbitrum, ça. Bon, il a pris 14%, mais il n'a pas performé de ouf dans l'ensemble. Hein. En tout cas, pas pour le moment. Et puis, mais il est quand même 396e, hein, 39 places en plus, pas mal. Et puis on a le PP, hein, qui est très recherché, hein, sur les 48 dernières heures aussi, les 3e position, il a pris 5%. Alors ce panneau-là, bon, je l'aime pas trop, mais bon, il y a les ordinals, ça perd un peu en intensité, j'ai remarqué, mais ils sont toujours bien présents quand même, hein, les ordinals. Le BRC20, il est bien repéré, LTC20 également. Le DRG20, il n'y a quasiment personne qui recherche ce terme-là. J'ai regardé, j'ai fait une petite analyse sur Internet, donc je ne sais pas trop si ça va rester longtemps, ce truc-là. Le ORC20, il y a quelques petites analyses dessus, et le SRC20, il n'y en a pas non plus. C'est peut-être un petit peu court pour le moment. Mais ORC20, l'ORC20, ça a été promu par Binance, hein, pour remplacer le BRC20. Je vous ai fait une vidéo, comment les minter, comme ça, au cas où, vous avez les outils pour réagir promptement, les amis. Les mêmes coins, ça fonctionne toujours, les mêmes coins, hein, j'ai pas de problème par rapport à ça. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Tiens, d'ailleurs, là, il n'y en a pas eu, voilà, ça me fait... Ah si, Arb Dodge AI, c'est lui qui est le plus recherché, là, sur les 48 dernières heures. Bon, voilà, les mêmes coins, ça performe, et ça me fait d'ailleurs une très bonne transition pour passer à mon écran final. Nouvel écran, les amis. Crypto à potentiel, ça sera l'écran du lundi. Donc ici, nous retrouvons les tokens que le système me ressort comme étant les tokens qui ont le plus souvent performé dans les Kaiser News. Je prends les 100 tokens chaque jour qui performent le plus, et ensuite sur les 45 jours, je comptabilise quels sont les tokens qui ont le plus souvent performé. Ici, nous avons en 1 le Napoli Fan Token, par exemple. Le 13, ça veut dire qu'il a performé 13 fois sur les 45 derniers jours. Et le 5, ça veut dire qu'il a performé 5 fois quand le marché était baissier. Et donc, pour savoir grosso modo la note globale, vous faites 13 plus 5, ça fait 18. Ensuite, nous avons la Convergence, qui est pour rappel une plateforme DeFi sur ETH et Moonbeam,
pareil, il a performé 10 fois et il a performé 8 fois au marché baissier. Ensuite, nous avons UBXS, qui est un projet qui permet de tokeniser le monde réel. Lui, c'est pareil, il a performé 10 fois, 7 fois au marché baissier. Puis nous avons Sperax, qui a performé 12 fois et 5 fois au marché baissier, qui est un protocole qui propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite, on a Calm, qui a performé 11 fois et 5 fois au marché baissier. Alors Calm, moi franchement, ça m'a fait bonne impression, ça m'a vraiment rappelé PancakeSwap, hein. Grave. Alors j'ai regardé un peu la courbe, franchement, depuis un mois et demi, là, ça ne fait que augmenter. Alors j'aimerais bien que ça retrace un peu, mais c'est vrai que ça prend de l'ampleur, Calm, hein. C'est encore une petite capi, hein, 14 millions, il est 857e, mais ça, c'est très abordable, l'ergonomie est bien faite, c'est welcoming, ça propose de la DeFi, des swaps, etc. Les plateformes, c'est Ethereum, Binance et Avalanche. Pas mal, hein, Calm, hein. Ouais, ça je la connaissais pas. Et Validity aussi, hein, la courbe, j'aime beaucoup, hein. Elle augmente progressivement sur plusieurs mois. J'aime bien ce genre de courbe. Lui, c'est pareil, il a performé 10 fois et 5 fois en marché baissier. Ça offre des services décentralisés aux entreprises, hein, pour tout ce qui est sécurité et transparence. Ça permet de lutter contre les bots et autres. Donc Validity, pas mal aussi, hein, celui-là, hein. Les deux là, franchement, pas mal, hein. Ensuite, j'ai ce nouveau tableau-là. C'est un tableau qui est dédié aux pre-sales. Il sera mis à jour tous les lundis. Pourquoi ce tableau? En fait, je me suis dit, dans les semaines et mois à venir, nous risquons d'osciller, de consolider, de ranger, bref, tous les termes que vous voulez, mais ça risque d'être pour certains soporifique. Et moi, je pense que pendant cette période-là, il faut trouver des leviers pour faire du gain. Et je pense qu'un levier intéressant, ce sont les pre-sales. J'ai fait un test avec le Love Hate Inu, et ce test a été concluant. Je trouve qu'elle a très bien performé, cette pre-sales. Alors c'est vrai que j'ai eu un commentaire qui m'a dit « Ah bon, tu crois, etc. » Alors, dans mon cas, dans ma stratégie, elle a très bien performé. Moi, ma stratégie, c'est quoi? Je ne m'attache pas du tout au token Memcoin, mais pas du tout. Je vais investir dans les pre-sales, et dès que je peux, je vais être le premier à pouvoir vendre mes tokens. C'est ma stratégie, je vends 100% des tokens. Si le token monte derrière, peu importe. Le but est que je gagne plus que ma mise. C'est vraiment ça mon but. Love Hate Inu m'a permis de gagner 2 fois ma mise. Ça veut dire quoi? 2 fois ma mise. Je mets 100 $, je récupère 200 $ de gain. Plus les 100 $ que j'ai mis, je me retrouve avec 300 $ au final. Je mets 100, je me retrouve avec 300. J'ai donc gagné 2 fois la mise que j'ai mis. C'est la raison de ce x2 ici. Love Hate Inu pour moi a été un succès. Comme ça a été un succès, ça va être ma pre-sales de référence pour que je puisse derrière comparer d'autres pre-sales à celle-ci qui a bien fonctionné. Quand quelque chose fonctionne, il faut bâtir, il faut étudier, il faut construire à partir de ça. Après, la difficulté, c'est comment je peux quantifier les métriques d'une pre-sales qui fonctionne. Et qu'est-ce que je dois prendre comme métrique? Vous voyez? C'est ce que je vous ai mis dans ce tableau. Encore une fois, 1, je ne suis pas conseiller financier, je vous le dis. Okay, je partage avec vous le fruit de mes réflexions, ça ne va pas plus loin. Et 2, je ne suis pas sûr de mes métriques. Vous voyez, moi, c'est ce que je pense, mais je suis tout seul à travailler là-dessus. Et je n'ai pas la science infuse. Ça veut dire que je peux me tromper, je vous le dis. Et d'autant plus que, voilà, s'il y a derrière des investissements, après, ça peut occasionner une perte si je me trompe. Vous voyez, donc faites super attention. Regardez également par vous-même. Il y a un Discord, hein, qui existe pour ça, hein. J'ai d'ailleurs créé un salon pre-sales dans le Discord. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vont. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Mais dans le salon pre-sales, si vous voyez vous aussi des pre-sales que vous sentez bien, que vous, par rapport à ce tableau, pensez que ça peut coller, mettez-les. Comme ça, moi, c'est vrai que je ne vais pas souvent dans le Discord. Je vais pas assez souvent, mais je suis tellement débordé que j'ai pas beaucoup de temps pour y aller. Je compte sur ma communauté pour y aller. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous avez des pre-sales, mettez-les également. Je vais vous expliquer le tableau. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Love Hate Inu. Déjà, je prends les communautés Telegram et Twitter. Pourquoi Telegram et Twitter? Parce que ce sont les 2 canaux que possèdent la plupart des projets qui sont en pre-sales. Pourquoi pas de Discord? Parce que ça reste un petit peu compliqué. Telegram et Twitter, pour ce que je veux faire, c'est très bien. Donc, dans le Telegram et dans le Twitter, je regarde la communauté. Combien de membres au sein de la communauté pour Telegram et Twitter?
je suis parfaitement conscient qu'on peut acheter des personnes et qu'on peut acheter une communauté, qu'on peut faire des glims. Vous pouvez gagner 15 dollars si vous vous inscrivez sur la communauté Telegram, si vous followez le compte, etc. Et je sais que la plupart des projets le font. Mais si on a une grande communauté 20 844, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des actions marketing efficaces qui ont permis d'avoir une grosse communauté. Ça veut dire qu'il y a eu un budget marketing qui a été alloué. À la rigueur, ici, là, je me fous que la communauté soit fake, en fait. Ce que je veux voir, c'est qu'il y en a beaucoup, et donc il y a eu un budget marketing pour promouvoir et donner de l'argent pour récupérer des personnes qui adhèrent à la communauté. C'est pas avec ça que je vais voir l'engagement de la communauté. L'engagement de la communauté, voilà comment je vais faire. J'ai snipé le nombre de messages sur Telegram pendant 12 heures sur Love Hate Inu au moment où il y avait la pre-sales. 2162 messages en 12 heures écrits par la communauté. Ça sera ma référence. Et je vais comparer les autres pre-sales, les autres communautés à ce chiffre, sur Telegram. Twitter, communauté, nombre de personnes du compte Twitter. Et ici, la portée. Je regarde pour un tweet donné. Là, j'ai pris en exemple un tweet du 19 mai. J'ai pris n'importe quel tweet du 19 mai qui a été posté le 19 mai par lui et lui et lui et lui. Et à partir de là, j'ai regardé la portée du tweet. Ça, c'est pour moi un très bon indicateur de la communauté. Ensuite, utilitaire. Est-ce que le jeton est un utilitaire? Grosso modo, pour les mêmes coins, est-ce qu'il va servir à quelque chose? Je veux que ça serve à quelque chose. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que si ça sert à quelque chose, les utilisateurs vont être tentés de garder leur jeton ou une partie de leur jeton. Et moi, ça c'est ce que je veux, parce que moi, je vais tout vendre. Donc si tout le monde vend tout, ça va vite tomber à zéro et j'aurai peut-être pas le temps de tout vendre avant que les autres vendent tout et du coup je pourrais peut-être perdre de l'argent. Je veux qu'il y ait une utilité pour qu'il y ait des personnes qui se disent ah ouais non mais je vais peut-être un peu garder de ce jeton, je peux peut-être soit le staker à 100%, soit ça peut me servir après avoir des NFT, soit si je le garde je vais avoir un airdrop d'autres tokens qui vont arriver. Tous ces trucs là, moi ça me plaît beaucoup parce que moi je sens qu'il y en a qui vont être réceptifs à ce truc là et moi ça va bien me servir parce que j'aurai le temps comme ça de tout vendre pour récupérer l'argent. Donc ça c'est impératif, il faut qu'il y ait une utilité au jeton. Start, ça c'est la date à laquelle a débuté la campagne. La campagne, ça veut dire la pre-sales. End, c'est la date à laquelle a fini la pre-sales. Le swap, ça c'est à quelle date je peux échanger mon token contre des USDT. Les fonds récoltés au cours de la pre-sales. Ici, nous avons l'avancement et la variation en une semaine. L'avancement, c'est où est-ce qu'on en est dans la pre-sales. Par exemple, sur Love Hate Inu, c'est terminé. Sur iDodge, on en est à 80%. Il reste que 20% des tokens à allouer. Sur Digitoad, il en reste que 7%. Et sur ePredictAI, il en restait 37%. Ensuite, ça, c'est les variations en une semaine. Lundi prochain, je remplirai le tableau pour savoir combien d'argent a été injecté en une semaine dans la pre-sales. Okay, et ça, c'est les gains espérés. Alors, moi, je vous avais indiqué vendredi que j'avais repéré Digitoad. Digitoad, c'est un meme coin, okay, qui est en pre-sales. Et j'ai mis les métriques ici, on va les analyser. Et j'en ai vu un autre, je vous avais dit que j'étais en train de l'étudier. L'étude a été positive, et donc je l'ai rajouté, c'est iDodge. Donc pour Digitoad et pour iDodge, je vous ai mis les liens en description ici, c'est des liens référol, et donc ça vous permet d'acheter des tokens par ce lien, mais comme vous utilisez mon lien, moi j'aurai quelques tokens aussi. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Alors, vous voyez par exemple iDodge, j'ai pris les mesures. Donc on avait 20 844 membres dans la communauté Telegram, iDodge en a 18 581. Ok? Le nombre de messages, il est extrêmement proche. Limite, il y en a plus sur iDodge que sur Love Hate Inu. Donc il y a une très forte communauté qui est extrêmement active. La communauté sur Twitter, elle est de 34 000 membres sur Twitter. 44 000 pour Love Hate Inu. Okay, la portée sur Dodge, sur un tweet, ça atteint 10 000 personnes, alors que ça atteignait 17 900 personnes sur le Love Hate Inu. Ça peut s'expliquer aussi par la différence de membres dans la communauté, okay, mais je pense quand même que 10 000 et au-dessus, ça reste quand même un bon résultat. Oui, Dodge est un jeton utilitaire. Ceux qui holdent le jeton pourront après générer des LFT à l'aide d'une intelligence artificielle, et je crois qu'ils seront également éligibles à un airdrop. Très bien. Donc la pre-sales a débuté le 25 avril. On en est déjà à 11,21 millions de tokens. On est même en avance sur la date prévisionnelle de fin. On a déjà 80% des objectifs atteints. Moi, quand je vois ça sur iDodge, et quand je vois également qu'ils ont mis le paquet sur le côté utilitaire du token, moi je me dis que ça peut cartonner comme Love Hate Inu. Et donc je peux faire un x2 sur ce genre de token.
Et donc, j'ai pris quelques iDodge. Évidemment, je peux me tromper. Évidemment, c'est risqué. Mais au moins, j'ai des éléments factuels qui me permettent de naviguer dans tous ces méandres de memcoin et de pre-sales. Ensuite, DigiToad. La communauté, elle est de 9681 sur Telegram et de 602 messages sur 12 heures. Elle est moindre que Love 18 et iDodge. Sur Twitter, on est à 14 300 et la portée est de 2400. C'est un utilitaire, ça nous permettra après de jouer, etc. Ils ont mis aussi l'accent sur l'utilité du token. La campagne a débuté le 8 mars, tout comme Love 8 Inu, et on a réussi à récolter 3,74 millions de dollars, et on en est déjà à 93% des tokens vendus. Ils n'avaient pas les mêmes attentes que iDodge. Eux, ils devaient tabler sur 4 millions, ok, alors que iDodge, ils tablaient sur beaucoup plus. Et du coup, DigiToad, ils ont quasiment rempli leurs objectifs. Mais comme je vois qu'il y a une communauté qui est un peu moins engagée que sur iDodge et Love 8 Inu, je pense que je pourrais me faire à x1 au niveau de mon investissement. C'est-à-dire que je mets 100 $, et je vais gagner 100 $. Avec mes 100 $ que j'ai mis, ça me fera 200 $. C'est ça que ça veut dire. Ce sont mes métriques, c'est ce que je pense. Ok, je peux encore une fois me tromper. Il faut savoir que quand un projet Memcoin réussit à récupérer 3 740 000 $, je peux vous dire quand même que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont donné, qu'il y a quand même une communauté qui est derrière. Et quoi qu'il arrive, il faut vraiment qu'on soit les premiers à cliquer sur Sell dès qu'on en a la possibilité, comme j'ai fait sur Love 8 Inu. J'étais déjà sur Bitmart, j'avais déjà mes tokens de prêt, j'attendais qu'il y ait le mot trade qui apparaisse, je rafraîchissais toutes les secondes, et dès que j'ai eu trade, je suis rentré dans trade, j'ai mis vente au marché, j'ai mis 50%, j'ai appuyé, j'ai grosso modo, vu que le cours était à peu près bien, j'ai appuyé direct, et ensuite, quand j'ai vu que le cours était vraiment bien et que ça commençait à descendre, j'ai réappuyé sur les 50% restants et c'était terminé. Je ferai exactement la même chose sur iDodge et DigiToad. Ok? Voilà. Après, il y avait ePredict AI. ePredict AI, 30 000 personnes au sein de la communauté Telegram, 221 messages. Là, par contre, je trouve qu'il y a un écart qui est trop border. 30 000 personnes, 221. La communauté n'est pas oufissime. Vous voyez, là, j'ai 9 600, j'ai 602 personnes en 12 heures qui envoient des messages. J'ai 602 messages. Là, il y a 30 000 personnes, 221 messages. Déjà, ça m'a fait tiquer. Twitter, 17 400 dans la communauté, la portée 1900. Alors que là, j'en ai moins, 14 300, 2400 au niveau de la portée. Pareil, ça m'a fait un peu tilter. Mais c'est pas ça qui m'a complètement rebuté. Ce qui m'a vraiment rebuté sur ePredict AI, c'est que les tokens que vous achetez, vous ne les aurez pas à 100% lorsque la prévente sera terminée. Vous n'aurez que 50% de vos tokens. Les autres seront bloqués pendant 6 mois. Et ça, c'est impossible. Je ne peux pas. Il n'y a que à la rigueur des projets sur CoinList où j'accepte ce genre de choses. Mais sur des pre-sales, là, comme ça, je ne veux pas de ça. Je vais vendre mes 50%. Ok, je vais peut-être faire un 0,7 de gain. Très bien. Derrière, le token, il va perdre 75% de sa valeur dans 6 mois. Et au final, j'aurai perdu. Donc, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc, 2 règles. Il faudra que je les rajoute dans mon tableau. 1. Tous les tokens doivent être libérés à la fin de la prévente. Règle numéro 1, immuable. Règle 2, il faut que la pre-sales ait un minima rapporté 1 million d'euros. Je pense que 1 million d'euros, c'est le point de pivot qui veut dire que vraiment il y a de l'engouement, il y a pas mal d'argent qui est sur le même coin, on peut réussir à faire un petit peu de gain. Voilà, c'est ce tableau. J'ai réfléchi à ça ce week-end, j'espère que ça vous plaît. On va suivre ça tous les lundis. Si jamais vous avez des pre-sales que vous avez en snipe que j'ai pas vu parce que je ne peux pas tout voir, mettez-les dans le Discord et on les analysera. Vous savez maintenant ce que je regarde dans les tableaux. Si vous en avez une qui correspond, on la rajoute. On la rajoute. Et c'est ainsi qu'on va commencer à avoir tous ensemble une vision sur les pre-sales. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai l'impression que les memcoins se prêtent pas mal pour ce genre de pre-sales. On verra bien. Donc sinon, SmartDex, ça c'est mon coup de cœur, vous le savez. SmartDex, SuperDex. Alors, SmartDex d'ailleurs, ils ont communiqué apparemment fin juin. SmartDex sera compatible Polygon et Arbitrum. Et là, ça va dépoter. Fin juin, on a 1 mois et demi à attendre avant que ça puisse être mis en place sur SmartDex. Donc j'avoue que j'ai hâte d'y être. D'ailleurs, comme Gaston, qui m'a posé la question, maintenant il a sa réponse. Gaston, voilà, c'est fin juin que nous aurons non seulement Polygon, mais également Arbitrum, il faut le savoir.
Ensuite, ZK Sync Airdrop, bah ça je vous le dis à chaque fois, hein, mais bon, d'ailleurs je ne l'ai pas fait. Faites quelques petites opérations toutes les semaines, voilà, histoire qu'on se rappelle à vos beaux vieux souvenirs. Si ça peut vous permettre de gagner quelque chose, faites-le. Et puis sur CoinList, on a Néon aussi. Il y a une nouvelle pre-sale qui est apparue après le fiasco CyberConnect. En tout cas, fiasco pour moi, hein, où le site il a frisé. Néon est apparu. Alors le problème de Néon, alors je vais peut-être quand même m'inscrire, mais après je ne sais pas combien je mettrai. Mais Néon, le problème c'est que c'est sur Solana. Et moi, c'est vrai que j'étais chaudé avec Solana, hein. Alors est-ce que je me trompe ou pas, mais ça apporte en fait une VM sur Solana, hein. Ça permet de déployer des apps compatibles VM sur Solana, tout simplement. Après, si c'est pour que Solana ne tienne pas la charge, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, avec les DApps Solana, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi faire sur Neo. Si vous avez des trucs, astuces, des conseils ou autres, hein, dites-le moi, hein, je suis preneur. Je ne sais pas trop. Voilà, bon, je pense que j'ai explosé les temps sur cette vidéo. Mais voilà, je la mettrai en référence pour les explications sur les pre-sales. Comme j'ai tout expliqué là, au moins, je n'aurai pas à le refaire. Vous le savez, mais je vous le redis, il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. Personne là me donne de l'argent pour que je mette leurs tokens au goût du jour. Les pre-sales ne m'ont certainement pas contacté pour que je les affiche ici. SmartDex non plus. ZK-Sync encore moins. CoinList, bah, la preuve, c'est que j'ai même pas pu accéder à leurs pre-sales. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Nous sommes lundi, je sais que c'est dur pour la plupart. Ça l'est également pour moi, je vous rassure. Mais voilà, la semaine va vite passer. On se revoit nous mercredi pour un Kaiser News Flash, hein, pas plus de 15 minutes, hein, ça sera pas comme ça, je vous le dis. Et après, on se reverra le vendredi pour la suite des événements. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bye bye.